Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Non, c'est un homme admirable. Mais franchement, c'est un emmerdeur. Merci. Qui êtes-vous? C'est moi. Vous ne me reconnaissez pas, c'est... C'est moi. Regardez, voilà, tiens, voilà. Les cheveux, dis-moi. Voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est là pour boucler la boucle de la playlist de Funès avec Sur un arbre perché. Au secours! Non, restez comme ça. Non, ne bougez pas! Si j'ai toujours remis à demain cette vidéo depuis 4 ans, c'est parce qu'on a à peu près fait tous la même chose avec ce film, à savoir qu'on l'a mis en quarantaine. On l'a tous mis de côté, parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime ce film. Attendez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Non, bon Dieu, mais non! Ne voyez pas Moi compris. Mais ce n'est pas parce que ce film est à part dans la filmographie de Louis de Funès que ce n'est pas intéressant de raconter ce qui se passe durant le tournage et pourquoi ce film justement, parce que ça en revanche c'est très intéressant, vous verrez. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la première partie, à savoir pourquoi ce film, le contexte du tournage, qu'est-ce qui a amené Louis de Funès à tourner avec Serge Corbert. On en a déjà un peu parlé sur la vidéo sur l'homme orchestre. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on parlera davantage du film en lui-même et de son tournage un peu atypique également. Et le film que vous tournez en ce moment, c'est donc ni un gendarme ni un film musical. Il s'appelle Sur un arbre perché. C'est Corbert qui le réalise. Corbert qui était le réalisateur de l'homme orchestre. Oui. Et deux autres, nous avons Géraldine Chaplin et puis Olivier de Funès. Si le programme vous convient, comme d'habitude, pensez à mettre un like, un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, voici de quoi vous inspirer. Pour me faire pardonner. Ah, c'est du persil. Ah bah non, je suis un bouquet de fleurs. Salut René, comment tu vas? Bonjour. On est parti. Avant de commencer, voici les livres dont je me suis inspiré, d'où j'ai tiré les informations pour produire cette vidéo. À savoir Louis de Funès de A à Z, un livre qui est excellent et qui répertorie lettre par lettre tout ce qu'il faut savoir de Funès de A à Z, justement. Ne parlez pas trop de moi les enfants, un livre qui est super riche en anecdotes plus personnelles de l'acteur, et notamment sur les tournages où Olivier de Funès était présent, ce qui est le cas ici. Louis de Funès à la folie, dans laquelle il y a plein d'interviews, notamment de Serge Corbert, dont je me suis beaucoup inspiré pour l'écriture de cette vidéo, et Louis de Funès, l'Oscar au cinéma. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ces livres. Dans la carrière de l'immense Louis de Funès, il y aura un avant 64 et un après. Cette année 64, avec les sorties cumulées du premier Gendarme, du premier Fantomas, puis du Cordio, on en a déjà parlé une dizaine de fois. Mais ce n'est pas la seule année pivot de la carrière de Louis. J'en compterai 4. L'avant 56 et l'après 56, avec La Traversée de Paris, on en a déjà parlé. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! L'avant 64 et l'après 64, on va pas revenir là-dessus une 11e fois. L'avant infarctus et l'après infarctus en 75, on en a déjà parlé aussi plein de fois. Mais il en reste une dernière qu'on a moins abordée, c'est l'avant Grande Vadrouille et l'après Grande Vadrouille. Fort de ses 17 millions de spectateurs, c'est le sommet populaire de sa carrière, et il faudra gérer l'après. Si juste derrière, par contrat, il enchaîne un troisième Fantomas, ce sera, avec regret, le dernier. Écoutez, moi dans ces conditions, ma fille, parce que moi je fais avec vous. Et même s'il continue de miser sur une valeur sûre, une sorte d'assurance pour compenser la prise de risque qu'il souhaite prendre, il n'y aura plus de gendarme après le gendarme en balade. Et comme on en a également parlé, c'est son infarctus qui va plus ou moins obliger l'équipe à se retrouver pour un 5e, dont ce serait bien passé. Moi j'ai changé mes 2 paquets de lessive contre un paquet d'Ariel, et c'est parti dans le Yoplait avec la petite fleur. Mais on n'en est pas là. Après La Grande Vadrouille, Louis de Funès s'engage sur 3 films avec la Gaumont, qui avait déjà raté le coche en ne finançant pas le Cornio et donc par extension pas La Grande Vadrouille. Oh le con! À l'époque, ça se faisait comme ça, par série de 3 films. Fechner fera d'ailleurs pareil après L'aile ou la cuisse, avec La Zizanie, L'Avare et La soupe aux choux. Mais en ce qui concerne Serge Corbert,
Il en devait aussi 3 à la Gaumont. Un idiot à Paris, on en parle juste après, puis La Petite Vertu, et un troisième à déterminer. Je vous laisse deviner lequel. Concernant De Funès, ce contrat concernait les 3 films suivants, Oscar en 67, Hibernatus en 69, et un troisième film à déterminer. Mais je vous laisse encore deviner lequel. Parmi ces 3 films qui permettent à Louis de Funès de se projeter, en alternance avec les gendarmes, il souhaite tourner avec des réalisateurs plus jeunes, de ce qu'il appelle être de la nouvelle vague. Et donc, plutôt que Jean Giraud, vexé de ne pas y participer d'ailleurs, c'est le tout jeune Édouard Molinaro qui sera choisi. Mais comme on en a parlé sur la vidéo concernée, le tournage était ultra tendu, tant Édouard Molinaro souhaitait garder la main sur un sujet que De Funès maîtrisait pourtant par cœur. Mais par contrat, ils sont amenés à tourner ensemble à nouveau sur Hibernatus, un tournage encore une fois très tendu, mais pas pour la même raison. Ah, monsieur. Oui. Monsieur, il y a un monsieur qui vous attend. Pourquoi vous me le dites pas? Ah ben, je vous le dis. Quand? Maintenant. Vous êtes un menteur. On en a aussi parlé, mais cette fois, le scénario ne convenait pas à De Funès, qui avait voulu changer de version plusieurs fois en cours de tournage. Là encore, pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo concernée à Hibernatus que vous trouverez par ici. En parallèle, Louis de Funès tombe amoureux de Un idiot à Paris, avec Jean Lefebvre dans son premier grand rôle, et également Bernard Blier, qu'il apprécie aussi énormément. Moi? Vous? Non, c'est... Oh! Ce film devient son film de chevet. À tel point qu'une copie lui a été faite à l'époque, et à l'époque il n'y avait pas de VHS et de DVD à donner, c'était difficile d'avoir des films chez soi. Et ben il avait ce film chez lui et il l'a regardé près de 30 fois dans sa salle de projection privée. À partir de là, Louis de Funès veut rencontrer Serge Corbert en personne, qu'il considère comme étant de la nouvelle vague. Et ce dernier se rend sur appel d'Alain Poiré sur le plateau d'Hibernatus, et rencontre en premier lieu le réalisateur Édouard Molinaro, qui va le mettre en garde tout de suite. Il va lui dire cash qu'il ne devrait pas faire ce film-là, que De Funès est indirigeable, qu'il va l'emmerder, qu'il conteste tout, qu'il veut contrôler, qu'il va avoir la main sur tout. Bref, ne fais pas de film avec Louis de Funès. Ce qui va conforter l'idée première de Serge Corbert, qui ne voulait pas non plus en faire un, parce qu'il estime qu'ils ne sont pas du tout du même monde. Mais la rencontre va tellement bien se passer entre les deux, bah que ça va matcher tout simplement. Tes petits oiseaux à Little Birds, vite. Un petit musée. Oui, merci, ça va, vite, maintenant. Il faut dire, Louis de Funès était prêt à tout, il avait tellement envie de changer son image, il avait tellement envie de rester dans le coup, il avait envie de faire un film de jeune. Ce qu'il avait déjà envie de faire dans Les Grandes Vacances, en fait, si on y réfléchit. Même si, sous la direction de Jean Giraud, c'était gag, 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 gag. Hey, Philippe! Bloque-toi, Philippe! Vous savez ce que je pense de ce film-là? Eh ben alors, Philippe, tu te mailles, oui! Aïe! Aïe! Et ici, il voulait jouer autrement, avec un peu plus de tendresse, plus de poésie, ce qu'il fera vraiment après son infarctus, parce qu'il n'aura pas le choix. Mais selon ses termes, à cette époque-là, il avait envie de changer. Afin de mettre sur pied ce prochain projet, Louis de Funès invite Serge Corbert à son château de Clermont, ce qui était un privilège à l'époque. Lui vantant par exemple sa salle personnelle de projection pour regarder des films. Quel bel appareil que chaud, hein. Asseyez-vous, vous regardez là-bas. On peut y aller? Au passage, ils auront passé 15 jours au château, ensemble, en famille. Avec un cuisinier engagé sur la période, car ils aimaient bien manger tous les deux, ils sont allés boire des petits coups au bistrot près de la Loire pour échanger un peu, selon les dires de Serge Corbert, à la femme de De Funès. Mais le but n'était pas de parler du film, mais de faire tout simplement connaissance afin qu'ils deviennent amis, ce qui éviterait sûrement les tensions rencontrées sur les tournages d'Oscar et d'Hibernatus. Et ça a marché, parce que mis à part Gérard Houry, aucun réalisateur n'était allé au château de Clermont. Il n'y avait vraiment que Serge Corbert pour préparer le tournage, et en fait les deux tournages qu'ils passeront ensemble, pour que ça se passe d'une façon très amicale. Et ça a été le cas, mis à part une accroche qu'il y a eu, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais ce contrat avait été signé avant la sortie de La Grande Vadrouille, durant le tournage des Fantomas, et avec le tarif qu'il pratiquait à l'époque, et qui n'était plus, selon l'acteur, et sûrement selon sa femme, en adéquation avec sa popularité du moment. Là, dans ce château, il y a des fantômes. Des vrais? Non, des faux, puisque les vrais n'existent pas. Hein? Le fantôme que j'ai vu l'autre jour au bout du couloir, c'était un faux fantôme. Ah oui? Il demandera alors, durant le tournage de l'Homme Orchestre, une augmentation de 500 000 francs qui lui sera refusée par le producteur. Et ça lui a été refusé. Il m'a téléphoné pour me dire, mais on va peut-être mettre un peu plus de temps pour faire le film. Et je ne savais pas plus. Après j'ai compris, qu'au bout de chaque plan, au bout de chaque prise, il bégayait. Il lisait pas le texte. Et on arrivait à faire 45 prises du même plan, quoi. Ce qui fait que les 11 semaines de tournage
sont devenues 22 semaines. Prévu avec un budget de 1 milliard de francs, le tournage de l'homme orchestre en coûtera 2, à savoir le double, suite à un tournage qui a été rallongé de 11 semaines. Il y avait quand même 200 techniciens rémunérés tout de même. Il a fallu 80 000 mètres de pellicule pour tout enregistrer, y compris les nombreuses centaines de prises inutilisables faites exprès par De Funès. Pour rallonger le tournage, là où un film normal va demander 30 000 mètres, ce qui est déjà pas mal de bobines. 80 000 là quand même, presque le triple. Durant ces 22 semaines donc de tournage, à la 20e exactement, Louis de Funès et Serge Corbert parlent de l'avenir, et surtout du projet suivant du réalisateur qui, à la base, était un drame qui serait intitulé L'Accident, dont le personnage principal serait un homme politique, en campagne, qui a soudainement un accident avec sa maîtresse en voiture. Ce à quoi De Funès lui répondra que ce sujet, avec quelques modifications, serait parfait pour lui, et qu'il suffirait simplement de décaler un peu les scènes pour emmener le film vers la comédie. Ce qui était à moitié vrai. Oui, ça peut faire l'objet d'une comédie, parce que tout peut faire l'objet d'une comédie avec une petite pichenette, mais non, car cette comédie n'était pas faite pour Louis de Funès. Car ça va le contraindre à jouer enfermé dans une voiture dans un petit espace, alors qu'il avait toujours un comique de mouvement, de gestuel en permanence. Alors que là, avec son idée, il va se coincer tout seul. Une bouteille à la mer. Non, cette bouteille, regardez. Je vais jeter cette bouteille à la mer avec un SOS dedans. Et à la limite, ça aurait été un film idéal pour Louis de Funès après son infarctus de 75, parce que là, il n'avait pas grand-chose à faire, et c'est même lui qui le dit. Et tous les doubles sont allés vraiment sur cette falaise, le tour des... Et on les mettait avec des... Comment ça s'appelle? Des treuils. Des treuils, les alpinistes collaient les doubles, nos doubles, ils les collaient là le matin à 7h, et ils ressortaient le soir, je ne sais pas à quelle heure, à 7h, rôtis par le soleil. Ah, c'est terrible. Ouais. Et nous, on fait tous les raccords en studio. Ah, il paraît que ça ne se verra pas, j'espère. Moi, je préfère. Ah oui, je pense bien. La voiture est... Et c'était drôle, c'est un film qui a l'air dangereux, et c'est peut-être le film le moins fatigant. Et pour les doubles, c'était horrifiant. Ça fait penser d'ailleurs, parce que c'est une actualité, au retour du Big Deal avec la gaffe. Quand le Big Deal s'est arrêté à l'époque en 2004, l'année d'après ou 2 ans après, la gaffe est revenue avec Crésus, un jeu sur TF1, toujours un jeu de questions. Un jeu où la gaffe, qui d'habitude a tout un plateau pour lui pour faire ce qu'il veut, pour bouger, pour faire des cascades même, pour déconner, là il s'est vu contraint d'animer un jeu avec juste des questions à poser. Il devait pas bouger, il devait rester au milieu, à tourner autour des candidats. C'est Reichmann qui a repris le concept maintenant, mais à l'époque ça s'appelle Crésus sur TF1. Vous me direz quel est le rapport? Ben je trouve qu'il y en a un quand même, à savoir que tu ne peux pas contraindre quelqu'un qui est sur le mouvement à faire un espèce de huis clos, à rester immobile. C'est juste que ça fonctionne moins bien, forcément, ça va toujours souffrir de la comparaison. Le Big Deal de retour sur RMC Story d'ailleurs le 2 janvier, soyez là parce que j'ai hâte d'y être. Les amis, avec Bill, chez moi, on prépare le grand retour du Big Deal. Oh, tout à fait. Que vous retrouverez dans quelques semaines sur RMC Story. Bon, on retourne au film. Suite au désaccord avec Alain Poiret et la Gaumont, Louis de Funès souhaite changer de producteur qui sera Raymond Danon, le producteur du tout premier film de Serge Corbert. Autour de Louis de Funès et d'Olivier, son fils, qui remplacera Yves Montand initialement prévu, devait s'ajouter un troisième personnage, jadis la maîtresse, qui devient pour les besoins de ce nouveau scénario, une autostoppeuse. Ce personnage devait être joué à l'origine par Annie Girardot, qui a été remplacée par Shirley MacLaine, avec qui Serge Corbert rêvait de tourner. Mais Olivier de Funès étant de la partie, et ayant à peine la vingtaine, elle sera remplacée par Géraldine Chaplin, la fille de l'idole de Louis de Funès, Charlie Chaplin. Shirley MacLaine avait une quarantaine d'années à l'époque, et qu'il voulait faire jouer son fils, qui en avait à peine 20, et il a pensé qu'il y avait une trop grande différence d'âge entre les deux. Mais bon, ça aurait été formidable qu'elle le fasse. Donc il a trouvé le prétexte, comme elle a demandé qu'on décale le film de 15 jours, parce qu'elle était sur un film avec Clint Eastwood, qui était Seratoride, qui avait pris un peu de retard. Et il a trouvé ce prétexte pour dire que lui ne pouvait pas décaler le film, qu'il devait enchaîner sur un autre film avec Jean Giraud qui s'appelait Jean, je crois. À la base, le film tiré d'un fait divers parle d'une voiture accidentée sur le flanc d'une falaise sur un pin parasol en équilibre à 200 mètres au-dessus de la mer. Ce qui va impliquer à la production d'avoir 2 tournages en parallèle. Le premier en extérieur durant 5 semaines, avec une construction d'un arbre avec une voiture en polystyrène posée dessus, sur une falaise de 400 mètres de haut, sur les falaises de Cassis.
Au départ, même les cascadeurs refusaient d'y descendre malgré un rail de plusieurs mètres enfoncé dans la roche. C'est le réalisateur qui descendra pour montrer l'exemple aux cascadeurs. Après une répétition au sol, le réalisateur donnera ses consignes par radio à ses cascadeurs, dont les mouvements, lorsqu'ils appellent de loin par exemple, devront être repris, de façon identique au studio de Billancourt par Louis de Funès, son fils et Géraldine Chaplin, non sans avoir montré les plans à Louis de Funès sur une table de montage au préalable. Une partie de la falaise est donc reconstituée en studio, pour les gros plans, et un réel bassin d'eau de 50 cm de profondeur a été aménagé avec un système de miroir pour faire illusion sur certains plans d'un réel horizon naturel. C'était tellement complexe que quand Disney a fait l'approche pour acheter les droits du film parce qu'ils ont voulu faire un remake avec Danny DeVito, remake qui s'est d'ailleurs jamais fait, ils se sont demandé comment est-ce qu'ils avaient fait ça pour tourner dans un arbre. Bah ils l'ont fait qu'à moitié. Donc sur un arbre perché ça a l'air de rien parce que t'as l'impression que tout est fait en studio, mais ils se sont vraiment pris la tête. Pour avoir quelques plans lointains où on a vraiment une voiture sur un arbre, c'est vraiment pas truqué. En tout cas, aujourd'hui, on ne se prendrait plus la tête, ça serait 100% fait en studio. Mais à l'époque, c'était pas un film à petit budget parce que c'est tourné dans une voiture. Ils se sont vraiment pris la tête avec beaucoup de moyens logistiques pour amener cette fausse voiture sur ce faux pain sur une vraie falaise. Et durant le tournage, d'ailleurs, De Funès avait demandé à ce qu'on ne le prévienne pas quand ceux qui actionnaient les manettes bougeaient la voiture pour l'incliner, pour que leur sensation d'avoir peur de tomber soit réelle, ne soit pas jouée. Et comme je disais tout à l'heure, même si ce tournage a été l'un des plus tranquilles jamais fait par De Funès, il y a eu un jour une bonne engueulade. Je vous en avais parlé, la voici, comme si vous y étiez. Alors que Serge Corbert avait pris l'habitude de reporter le tournage selon les idées de son acteur, de changer le calendrier en fonction de ce qu'il allait trouver la veille, parce que De Funès est imprévisible là-dessus, il va poser une question qui va fâcher De Funès un bon matin, alors que De Funès était pourtant de bonne humeur. Il va lui demander à son arrivée sur le plateau « Alors Louis, qu'est-ce qu'on va tourner aujourd'hui ?» Mais ce n'est pas une question qu'un réalisateur doit poser à son comédien normalement. Le metteur en scène est censé savoir ce qu'il fait. Et ça va beaucoup décontencer De Funès, qui va répondre très maladroitement aussi « Dites-moi Serge, je ne suis pas là pour faire votre boulot. Puisqu'il n'y a rien de prêt, je retourne dans ma loge. Vous me préviendrez lorsque vous aurez écrit ce qui devrait l'être depuis longtemps. Et si vous ne trouvez rien, je fous le camp. » Alors que ça partait d'un bon sentiment. La question aurait dû plutôt être, est-ce que vous avez eu des idées aujourd'hui que vous voulez mettre en place et essayer? Parce que c'était ça la question au final. Mais c'était la seule journée tendue entre les deux, après tout allait bien. Alors comment résumer au final cette parenthèse Serge Corbert dans la filmographie riche de Louis de Funès? Faut déjà savoir que Sur un arbre perché entre en tournage le 20 septembre 70, alors que L'Homme Orchestre est sorti le 18 septembre 70, 2 jours avant. Donc t'avais pas le temps, en commençant Sur un arbre perché, de mesurer la réussite ou non de L'Homme Orchestre. Quand L'Homme Orchestre sort, surtout pour le prix qu'il a coûté, il n'avait pas le recul pour se dire que ça ne fonctionnerait pas. Mais Sur un arbre perché, les résultats vont le confirmer. C'est moyen pour l'un, et c'est un mini-flop pour l'autre, à tel point que les deux s'arrêteront là. Mais qu'ils en garderont un très bon souvenir, car ils ont vraiment travaillé dans une ambiance agréable, et pour un De Funès, ça n'est pas toujours le cas. Surtout après les tournages difficiles d'Oscar et d'Hibernatus, qui ont été très stressants pour tout le monde. Mais après L'Homme Orchestre va sortir Jo de Jean Giraud. Monsieur comment? Monsieur Jo! Ah, parfaitement. Qui fera à peine la même chose que L'Homme Orchestre. Et quand on sait que Le Gendarme en balade à ce stade est celui qui a le moins marché des quatre, que L'Homme Orchestre et Jo sont à peine moyens en termes de résultats, et que Sur un arbre perché est un flop, je pense qu'il y a eu inquiétude dans le clan de Funès, et je comprends mieux le contrat passé entre Gérard Houry et De Funès à partir de 71, où ils jurent de tourner uniquement avec l'un et l'autre, notamment avec La Folie des Grandeurs, puis Rabbi Jacob, puis Le Crocodile, projet malheureusement avorté. Et là, ça ne se passera pas comme ça. C'est une autre histoire dont nous avons déjà parlé, dont nous ne reparlerons pas aujourd'hui. Mais en ce qui concerne mon avis sur le film en lui-même, pour ceux que ça intéresse, je trouve que Serge Corbert avait le don, en tout cas avec Louis de Funès, de rendre les films plus vieux qu'ils ne l'étaient. Rien qu'au niveau de la musique, qui ici est complètement insignifiante, déjà que celle de L'Homme Orchestre m'avait fait signer les oreilles, François de Roubaix ou pas François de Roubaix, je suis désolé, mais ça... Ah, c'était horrible. D'ailleurs, la bande originale de Sur un arbre perché est tellement insignifiante qu'elle n'est jamais sortie à la sortie du film.
vache, mais c'est nul! Disons que leur son n'est pas inintéressant au niveau compression analogique. Tout le monde n'en avait rien à foutre de cette musique. Comme du film en lui-même d'ailleurs. Ensuite, même les bruitages font vieillot, c'est filmé de façon fade, à l'arrache, enfin il n'y a rien de particulier quoi. Et ce n'est pas une question d'époque, parce que la même année est sorti La Folie des Grandeurs, qui est un film magnifique. Et ce n'est pas une question de budget, il y avait du budget sur les films de De Funès. C'est juste que Serge Corbert en réalisateur la plupart du temps, bah excusez-moi, mais... Non mais oh! Et ce qui n'aide pas, c'est qu'on a 3 personnages pas franchement intéressants. Celui de Funès, c'est l'un des moins charismatiques qu'on ait vu. Un industriel politique cupide, on aurait dû avoir beaucoup plus de potentiel que ça. Et puis le personnage joué par son fils, joué par la fille de Charlie Chaplin, qui est insupportable, il n'y en a aucun des deux qui amène quelque chose à De Funès. Oh, monsieur, comme c'est aimable à vous. Votre ami m'a dit que, enfin, je sais vraiment pas comment vous remercier. De Funès, il se la joue quasiment solo dans cette voiture, mais au bout d'un moment, il se passe pas grand chose quoi, tu peux pas faire grand chose avec rien. Si tu veux faire un huis clos avec 3 personnages centraux, il faut que les 3 personnages soient écrits au millimètre et joués par des grands acteurs. Allez, sortez! Tentative de meurtre avec préméditation. Ça peut aller chercher très loin. Comment? Où allez-vous? Sortez! Alors il y a quelques bons dialogues, quand on demande à De Funès si c'est sa femme, et qu'il dit « Oh là là, non, ma femme elle est énorme !» Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est dans mon lit aussi. C'est votre femme? Ah non, Eh ben... c'est la vôtre? Non, la mienne est énorme. Il y a 2-3 fulgurances que De Funès arrive à avoir, comme au moment où comme il a plus sa perruque, il met sa main comme ça pour faire croire qu'il a une perruque. Voilà, ça, c'est un gag trouvé par De Funès, j'imagine. C'est à peu près tout, non? On est tombé sur un arbre. On est tombé sur un arbre. Vaut mieux tomber sur un arbre que d'entrer dedans. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça va? Le film est ultra chiant à suivre, c'est très très long. C'est parfois ponctué par des petites scénettes où ils essaient d'imaginer comment ils vont sortir de cette voiture. Là, forcément, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse à la logistique. Le concept du film, c'est bien de savoir comment ils vont s'en sortir. Dites, à votre avis, c'est fou ce que je veux dire, mais nous ne sommes pas morts, non? Hein? Mais il n'y a rien de comique là-dedans. Quand il se réveille dans la voiture et qu'il fait nuit, qu'il voit rien autour, c'est super bien. Il ne se doute pas une seconde qu'ils sont perchés à 200 mètres de hauteur. Il se rend compte qu'ils sont dans le vide quand il essaie de sortir de la voiture. Où sommes-nous, bon sang? Moi, je vais voir. Mais c'est tellement long, sinon qu'ils sont obligés de mettre des petits sketchs via la télévision portable que De Funès a dans sa voiture. On se demande d'ailleurs comment elle fonctionne, vu qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité ni rien. Mais bon, passons. Qu'est devenu Henri Roubier? Le mystère demeure. S'agit-il d'un cas d'amnésie provoqué par le surmenage? Mais ces petits sketchs auraient dû être un autre calibre. Quand tu vois De Funès à vélo qui triche pour essayer d'éliminer ses concurrents, ça aurait dû donner autre chose que ça. Je commençais comme coureur cycliste. Ce sport fut pour moi une école d'énergie et de courage. Une école de loyauté et de fair play. Pareil, quand il imagine qu'il a attrapé des autostoppeurs qui sont peut-être des vampires, et qu'il s'imagine à cause d'un film d'horreur qu'il a vu que c'est des vampires, mais pareil... Oh là 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 là! Ça aurait dû avoir une autre portée que ce qu'on a vu. Il y a beaucoup d'emplissage parce que les personnages dans cette voiture ne sont pas assez intéressants et qu'il faut meubler. Aussi, ma vie d'homme d'affaires fut-elle toujours à l'image de ma vie de sportif. Et entre-temps, il y a quelques bonnes idées. La scène du lave-glace quand ils ont soif, quand De Funès essaie de boire de l'eau grâce à son essuie-glace. Ok, c'est une idée. Quand ils essaient de descendre en voiture en attachant les vêtements, ok, mais ça mène nulle part. Quand ils jettent la bouteille à la mer, C'est encore long! bonne idée, mais ils mettent 2 minutes à l'acheter, parce qu'ils ont tellement rien d'autre à montrer, encore une fois, qu'il faut meubler. Toutes les idées qu'ils ont pour essayer de sortir de là sont bonnes, encore une fois, mais c'est le concept propre du film, de savoir ce qui se passerait entre 3 personnes dans une voiture, en hauteur, alors qu'ils peuvent rien faire pour s'en sortir.
Heureusement qu'elles sont bonnes les 3-4 idées qu'ils ont eues, mais honnêtement, c'est tout ce qu'il y a. Le vide. Le vide, j'ai pas fait exprès. Oui, le vide. Le vide scénaristique, le vide cinématographique. Mais si De Funès avait fait ce film après 75 en étant fatigué et amoindri, j'aurais plus compris la démarche. Oh non, non, on peut pas songer à cette solution pour porter secours aux accidentés. Mais pourquoi andouille? Votre libération est proche. Et je pense qu'on aurait été moins sévère avec ce film-là. Car je ne suis pas sévère, pour ceux qui me diraient « Mais si t'es scénariste, t'as qu'à le faire toi-même !» Non, c'est pas mon métier, je suis pas professionnel, eux l'étaient. Mais en fait, le problème du film, c'est qu'on ne ressent jamais que c'est un De Funès. Parce que dans la forme, y a rien. Nous allons faire venir des Martigues, la grue Super Puma 2130. Oui, alors. Quelle andouille! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Y a rien qui nous fait penser à un bon De Funès, pourtant il y a du monde autour de lui. Pour ceux qui sont attentifs, on a le prêtre du premier gendarme de Saint-Tropez quand c'est en noir et blanc, on le voit en background. Oh, j'ai bien dit. On le voit en arrière-plan, il a même pas de dialogue, mais on reconnaît sa tête. Moi, je l'ai reconnu. On a Alice Sapritch qu'on va retrouver dans La Folie des Grandeurs, on a Paul Prébois qu'on va retrouver dans La Folie des Grandeurs aussi. Le muet! Le muet! Le muet! Il est sourd en plus! On a le psy d'Hibernatus en introduction, on a Jean Palis encore avec son accent du sud, on a le cancre aux cheveux longs des grandes vacances qui est encore là. Mère! Le dirlo dans les cajots! Je peux plus, lui. Là, il a aucun dialogue, il est juste là à la fin du film. On a Hans Meyer qui a pris cher depuis La Grande Vadrouille, pourtant c'était qu'il y a 5 ans. Je pense qu'il a bien picolé depuis. Mais tous ces personnages sont là pour rien et on s'en fout complètement. Surtout la femme de De Funès à l'écran, Alice Sapritch, qui ne sont jamais ensemble, du coup on n'en a rien à faire. C'est la femme de De Funès à l'écran la plus insignifiante qu'on ait eue, alors qu'elle est tellement remarquable dans La Folie des Grandeurs. Petit sauvage! Toutes les intrigues secondaires qu'on essaie de montrer sont complètement transparentes. On n'en a rien à faire que De Funès soit pris en flagrant délit d'adultère, alors ce n'est pas vrai. On vient de retrouver l'industriel bien connu, M. Henri Roubier, à moitié nu, en compagnie de l'ex-femme du colonel Muller, dans une voiture, au sommet d'un pain parasol. Tout ce qui tourne autour de l'ex-psychopathe de la nana qui essaie de faire avorter l'opération sauvetage en les tuant, on s'en fiche aussi. Qui osera prétendre après ça que l'alpinisme est un sport qui sert à rien? Voilà, nous approchons de la délivrance. Il n'y a que le prêtre qui pète un câble et qui a l'air d'être bourré qui me fait marrer à la fin du film. Et puis à la fin du film, la voiture est sauvée, mais ils se font enlever. Serait-ce un détournement de dernière heure? Un acte de piraterie aérienne? Ah non, mais c'est déchirant, mais c'est bouleversant, mais c'est inhumain. Voilà. Et ils finissent sur une île déserte et retour à la case départ. Mais avec 3 personnages dont on se fout tellement qu'on s'en fiche de savoir ce qu'ils vont devenir. Au revoir, merci. C'est triste. Aucun personnage n'a évolué, aucun personnage n'en sort grandi. C'est quand même la base du cinéma de faire amener ces personnages d'un point A à un point B, qui changent en cours de route. Là, il ne se passe rien. T'as les deux qui finissent en couple, mais comme ils se connaissaient pas d'avant et qu'on en a rien à faire, ça nous importe pas. C'est pas ce que j'appelle une évolution. Et si Sur un arbre perché a été mis en quarantaine par la plupart des fans de Funès, dont je fais partie encore une fois, c'est pas pour rien. C'est que c'est un gros foirage, c'est que le film est mauvais. C'est l'un des pires, je crois que j'ai mis un avant-dernier de mon classement avec l'Avare, mais honnêtement c'est kiff-kiff. Mais je trouve que la volonté de Funès de changer, de vouloir autre chose, est tout à fait respectable. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce film, dans ce tournage, et dans cette expérience avec Serge Corbert. Je saluerai toujours la prise de risque et la volonté de ne pas faire 12 gendarmes et d'essayer de faire un petit peu autre chose, y compris loin de Gérard Houry, même s'il va revenir auprès de lui en courant, parce qu'il y avait un grand besoin de retourner des films sérieux, faits avec sérieux, écrits sérieusement, par Gérard Houry et Daniel Thompson. Mais je suis content d'en avoir parlé, enfin, de ce film-là. On a fait tous les films, les grands films de Funès, de sa grande époque, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en parlera plus jamais. Il y a d'autres films que vous me demandez de temps en temps en commentaire, je ne sais pas encore sous quelle forme on le fera. Si on aura le temps de le faire avant que la chaîne s'arrête, parce qu'elle s'arrêtera un jour, mais je ne pense pas qu'on a fini complètement avec De Funès, pour ceux que ça rassure. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like pour le dire à YouTube que vous êtes passé par là, à mettre un commentaire, et encore une fois, si vous n'avez pas d'idée, parce qu'il n'y a tellement pas de dialogue mémorable dans ce film, écrivez donc ça. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Qu'est-ce que t'as dit, putain? Où c'est qu'il est? C'est le cas, putain le con! Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.